3 minutes passées de 21h30 sur Canada International. Le temps est lancé, le chrono aussi, pour 90 minutes autour des questions de sport, j'aime à le dire. Ce soir, on essaiera de faire le tour de l'actualité sportive et se pencher sur des questions qui préoccupent et les Camerounais et les différents acteurs du sport. Et ce soir encore, on reviendra sur le football qui se taille la part du lion aujourd'hui, des mouvements du côté de la Fédération camerounaise de football. On parlera forcément des Lions indomptables U17 qui, à quelques jours du Mondial Brésil 2019, sont en train de revoir l'effectif. Il y aura forcément un mot à dire sur le championnat de football. Le lancement est donc annoncé pour demain à quelques heures du jour dit. Bamboutos de Bouddha et Colombe du Dia vont donc descendre dans l'arène du côté de Yaoundé après le match au féminin. Et ce sera aussi une belle initiative de lancer en nocturne. Bref, il y aura des choses à dire sur la préparation des clubs en Ligue 1 ou en Elite 1 puisqu'il faut s'arrimer à la nouvelle nomenclature. Et puis précisons aussi qu'à côté du football, on parlera naturellement des questions de cyclisme. Le Grand Prix cycliste international Chantal Biya qui est donc parti avec un faux départ pour la FECA cyclisme a annoncé hier, c'est plutôt ce jour que donc la compétition a été lancée. On reviendra sur les quelques manquements, mais davantage les premiers résultats et le Cameroun qui court toujours après le maillot jaune comme il est de coutume. Et puis on parlera aussi du marathon international de Douala alors qu'ailleurs des initiatives ont du mal à avancer. Voilà une par exemple qui essaye de sortir simplement de l'ordinaire. Comment ça marche? Pourquoi justement il faudrait donner du crédit à cette autre compétition qui en est à la 3e édition? On aura quelques bribes de réponses sur ce plateau avec le panel que je vous propose de découvrir juste après la transition. Mesdames, messieurs, c'est parti pour Questions de sport. Voilà donc sur ce plateau, je commencerai par dire bonjour à quelqu'un qui n'est pas habitué des plateaux, surtout quand il s'agit des questions de sport. Eliane Nana nous fait l'honneur d'être la seule dame sur le plateau. C'est à elle que j'envoie le premier bonsoir et merci d'être venue à ce programme. Bonsoir Aimé, bonsoir à tous les téléspectateurs de Canal 2 et merci pour l'invitation. Alors, on ne serait pas surpris de vous voir en tenue de sport. Vous êtes déjà enfourré au moulin concernant le marathon international de Douala qu'on a déjà 2 années successives vues sur Canal 2 International. Mais davantage des préparatifs qui appellent à d'autres nations à venir rivaliser d'adresse sur un parcours à Douala. Douala qui tient son marathon, c'est un secret de Polichinelle. Mais on a envie de demander comment ça marche pour qu'on en soit à la 3e édition avec des promesses et une préparation plutôt avancée. Ça marche parce que nous pensons que le Cameroun a des choses à offrir, qu'il y a des talents au Cameroun. Ça marche aussi parce que à la base de ce projet, c'est de la passion, je l'ai toujours dit, que ce soit pour le tennis que nous accompagnons beaucoup ou pour l'athlétisme. Ça marche aussi parce qu'on a de l'accompagnement des médias, l'accompagnement des partenaires sponsors, l'accompagnement de la communauté. Donc c'est une synergie, j'ai envie de dire, permettez-moi l'expression, d'énergie qui permet de faire que voilà, ça marche. On a la 3e édition et on espère qu'il y aura autant d'éditions que possible. Alors des questions de marketing sur le sport, des questions d'organisation événementielle sportive, vous êtes forcément calé, ça pourra nous être utile pour élucider quelques points dans les différents sujets sur la table ce soir. Vous ne serez pas seul naturellement, il nous revient puisqu'il a déjà partagé ce plateau avec nous. Charles Douglas Demba de Balafon Radio, je précise qu'il y en a, est simplement à la tête de Tara Sport and Entertainment. Et lui, c'est le journaliste de sport qui est aussi habitué au plateau. Bonsoir à vous, Charles Douglas. Bonsoir Rémi, bonsoir à tous les téléspectateurs de Canal 2 International, c'est toujours un plaisir. Comme on se retrouve après les plateaux radio, en télé, mais là, on s'intéresse aussi aux Lions indomptables, plutôt militaires pour la circonstance. Belle entrée en matière et Alain Djemfan plutôt souriant après la victoire contre la France de 2-0. Oui, il a trouvé une équipe, il a réussi à composer une équipe de filles qui sont en jambes puisque le Cameroun sur les 2 derniers mois a quand même disputé 2 rencontres contre l'Éthiopie et contre la RDC. Donc les filles, en l'absence du championnat, pour celles qui ont été sélectionnées, je pense à Colin Zana, je pense à Alain Gondom, je pense à Alexandre Takunda, qui sont allés à ce mondial, ce mondial militaire, à ces jeux militaires. Je crois que c'est une bonne chose. Maintenant, derrière cela, est-ce que ces filles qui sont en train de jouer à ces jeux militaires
leur absence ne va pas amputer dans les clubs puisque le championnat de football féminin, lui aussi, démarre demain. Et quand on sait que des équipes comme FAP de Yaoundé a besoin de ses meilleures choses, Éclair de ça, Louvre et compagnie, je pense que ça tombe pas très bien pour les équipes locales. Restons sur la compétition et Alain Djemfan qui a l'opportunité de se racheter après un résultat mitigé, la qualification pour la 4e étape au tournoi, j'allais dire aux Jeux Olympiques. On aura encore la Côte d'Ivoire. Est-ce que ces Jeux militaires peuvent permettre, n'est-ce pas, de revoir un peu clair dans son projet sportif avec l'équipe nationale? Non, on ne va pas transposer les bilans. Il a un bilan qui est négatif avec les Lions indomptables au vu de ses chiffres, de ses statistiques. Maintenant, les Jeux militaires, c'est à part. S'il a un objectif qu'on lui a fixé au niveau du ministère de la Défense, tant mieux. Il a presque le même effectif, on va le dire comme ça. Non, pas vraiment. Peut-être à 30%, mais pas vraiment. Il y a des filles qui ont intégré cette équipe. C'est pas vraiment l'équipe nationale. Donc, je ne voudrais pas qu'on fasse un bilan, qu'on poursuive sur son bilan en tant qu'entraîneur, en tant qu'Alain Djemfa. Oui, il peut faire son bilan à lui, mais les Jeux militaires, c'est à part. L'équipe nationale, c'est à part. La Côte d'Ivoire, c'est un autre calibre. Il faudra tout simplement demander aux filles de l'équipe nationale de rester concentrées et à Alain Djemfa, une fois qu'il aura terminé sa mission avec les Jeux militaires, de revenir pour continuer le travail et surtout donner un bon niveau à l'équipe nationale féminine. En tout cas, on est friand de bons résultats. Une victoire, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas revu les Lions au-delà de nos frontières remporter un match, bien que ce soit les Jeux militaires. Eh ben, c'est à saluer. On pourra aussi dire que du côté du ministère des Sports et de l'Éducation physique, on veut faire avancer les chantiers en cours. On sait que le CHAN, c'est l'année prochaine. La CAN, c'est dans 2 ans. Charles Monguet-Mouyemé, un autre Charles sur ce plateau, et c'est aussi un habitué de questions de sport. Merci de répondre à l'appel de ce soir. C'est moi. Bonsoir à tous les téléspectateurs et à tous ceux qui nous regardent en ce moment. Alors, le ministre des Sports était sur le terrain du côté du stade Olembe, pour ne pas dire le stade Paul Biya, l'un des stades où le chantier coince et de façon inquiétante. Mais là, ça rassure peut-être. On annonce la relance, une énième relance des chantiers avec l'entreprise Piccini de ce côté-là. Est-ce qu'il faut avoir espoir pour que cette fois, les délais de livraison soient respectés? Vous avez utilisé le verbe magique, rassurer. Avant 2019, on a été rassuré tellement de fois que au moment où survient ce qu'ils ont appelé le glissement, franchement, on avait le ventre plein d'assurance, tellement on en avait gobé. Malheureusement, on est reparti sur les mêmes bases. Rassuré. Maintenant, est-ce que le niveau du travail est réellement rassurant? Parce que les visites de stade, c'est de la communication. Oui. C'est de la communication. On vous appelle, vous tous là. Bon, venez filmer, montrer aux Camerounais que ça avance. Montrer à la CAF, parce que la CAF aussi est visée par cette communication. Montrez-leur que ça avance. Vous voyez bien qu'on a mis les sièges. Vous voyez bien que... Et puis on vous donne des pourcentages. Vous comprenez. Il y a des stades qui étaient déjà à 80%. Il y a 1 an et demi ou 2. Là, on vous dit qu'ils ont à 82,5, je ne sais plus combien de pourcentage, ou alors le pourcentage a reculé, j'en sais rien. Mais ce que je veux dire, c'est que... Mais la pression est chez le concessionnaire. Là, maintenant, l'État prend sa part de responsabilité. Mais ça arrive parce qu'on n'a pas sanctionné. Ça arrive parce qu'on n'a pas sanctionné. C'est pour ça qu'on repart sur les mêmes bases. Parce que la première organisation a échoué. Après beaucoup d'assurance, on devait s'arrêter, sanctionner, et donner de nouveaux objectifs à de nouvelles personnes pour continuer cette affaire. Malheureusement, on a refusé de sanctionner. On a même promu ceux qui tenaient l'organisation. Et ils sont repartis. Ils ne peuvent pas changer de méthode. Peut-être qu'ils ne savent pas faire autrement. C'est peut-être pour ça qu'on repart sur les mêmes schémas. Rassurer les Camerounais à chaque fois que tout va bien. On nous avait dit au plus tard le 15 mars 2019 pour montrer à la CAF qu'on était quasiment prêts. Oui. Tous les stades, toutes les infrastructures devaient être livrées au plus tard fin mars 2019. Donc Olembe est le parent. Nous sommes en octobre. C'est pas qu'Olembe. Quelle est l'infrastructure qui est entièrement prête? Il n'y en a pas. Sauf si vous me démontrez le contraire. En tout cas, pas. Mais je veux dire que moi, ce qui m'inquiète, c'est que
on n'a pas changé de façon de faire. Parce que les gens ont fait d'une certaine manière. Ça n'a pas fonctionné. Pour moi, une visite de chantier efficace, c'est même sans la presse. C'est là où vous travaillez. Parce que quand vous êtes là, tout le monde fait le beau. Le chef de chantier fait le beau. Il dit oui, on est à 85%, rassurez-vous, on va terminer. Voilà. Vous connaissez l'ancien chef de chantier du stade Olembe? C'était l'ambassadeur d'Italie. C'était une dame à l'époque. Vous vous souvenez? Tout à fait. C'est elle qui nous a expliqué ce que c'est que les préfabriqués, etc. Que les chantiers non pitini, c'est le most. On sera livré avant les délais. Elle est partie du Cameroun en fin de mission. Son successeur est arrivé, heureusement, qui n'a pas commis la même imprudence. Et voilà. C'est ce stade-là qui est en retard, plus que toutes les infrastructures. C'est vous dire. Benoît Fabre de Piccini, d'ailleurs, il faut préciser que Canal 2 International a une initiative de descendre dans les différentes infrastructures sportives, hôtelières, hospitalières, pour savoir, en début du mois de mai, l'état d'avancement. On était bien avant la CAN et j'espère que les portes seront toujours ouvertes pour la presse. Question de savoir ce qui est fait au niveau des annexes, c'est plus ou moins avancé. Mais le principal œuvre qu'on attend du côté de l'Embe, on croise les doigts pour que cette fois le financement que Piccini attend ou alors accuse côté de l'État soit effectif et que les choses avancent. On est en train de revenir sur le débat, mais quelque chose de plus houleux depuis déjà plusieurs semaines, c'est la question des sélectionnés ou sélectionnables des U17. Permettez que je pousse un petit rire parce que à côté de moi, le coach Bilé Tanga nous fait le bonheur d'être là une fois de plus. Bonsoir coach. Bonsoir Aimé, bonsoir aux panélistes, bonsoir à tous les téléspectateurs du Canal 2 International. Alors votre confrère Thomas Libi, entraîneur sélectionneur adjoint des U17, a plutôt des patates chaudes en ce moment. Finalement, c'est lui qui prend l'initiative d'appeler des joueurs qui évoluent ailleurs, on dira des binationaux, il y a une autre expression qu'ils ont bien employée. Mais récemment encore, c'est lui qui signe une liste avec l'absence de ces joueurs. Et là, on ne parle plus de polémique, on parle de respecter un décret du chef de l'État. Pourtant, ce décret était connu quand on convoquait les joueurs. Maintenant, quand on connaît le fonctionnement, je ne sais pas si ces joueurs ont été convoqués de son propre chef. Bon, il y a un décret du chef de l'État, de toute façon, il y a un décret du chef de l'État. Il me semble que quand il y a un décret de ce genre-là, c'est la plus haute autorité de l'État. Donc, le moins qu'on puisse faire, c'est encore de respecter ce décret. Bon, c'est vrai que ce qui dérange dans cette affaire, c'est que les compétitions jeunes ne se jouent pas assez régulièrement au Cameroun. Donc, quand on regarde, après on va dire, mais où est-ce qu'on sélectionne les joueurs pour qu'ils soient dans les sélections nationales? Alors, on va peut-être avec le concours de la réalisation, je vous relance. On a la liste des Lions U17, la liste signée de Thomas Libi. Maintenant, il faudrait qu'elle soit validée du côté de la FIFA. Je rappelle qu'on parle du Mondial Brésil U17 dans quelques jours seulement. Mais la question de Thomas Libi, qui semblait être à couteau tiré avec un temps le président de la FECAFOOT, un temps le ministre des Sports. Pourtant, il semblait avoir les mains pas liées sur la question. Ça dérange un peu d'appeler des jeunes qui n'ont pas encore découvert une sélection et qui déjà sont mis à la porte, disons-le comme ça. Oui, mais c'est, comment dire, la vie avance par sélection. C'est une sélection naturelle. De toute façon, tous ceux qui sont appelés ne vont jamais faire partie, des choix finaux. Donc, à un moment ou à un autre, on sera obligé de procéder à des sélections. Donc, par conséquent, à l'élimination de certains éléments. Et là, le coach, il a dû trancher. Il avait un sérieux problème. C'est quoi? Il y a un décret du chef de l'État qui, dans l'esprit, veut promouvoir les talents locaux, ne serait-ce que pour ce qui est des jeunes. Pourquoi? Parce que peut-être on a constaté qu'au niveau de la sélection A, par exemple, et de la sélection Espoir U23, c'est pratiquement des joueurs professionnels à l'étranger qui font partie de cette sélection. On voit presque jamais des joueurs locaux. Et donc, voilà. Peut-être dans l'esprit, il fallait un peu protéger les talents locaux et les structures de formation afin qu'elles continuent à travailler. Moi, je pense que l'esprit de ce décret, c'était d'éviter une sorte de, je vais l'appeler comme ça, peut-être le terme est un peu fort, une sorte de génocide sportif pour ce qui est de ces jeunes. Donc, voilà. Et là, lui, Thomas Libi, il est confronté donc à
un problème. Il y a de jeunes joueurs camerounais, bon, on va dire comme ça des binationaux pour certains, donc disons des jeunes joueurs camerounais qui sont en formation à l'étranger, notamment en Europe, et qui dans les grands clubs. Oui, dans de grands clubs, et qui ont beaucoup de talent. Alors, je prends la balle au rebond, on revient dessus. Charles Douglas Ndemba, sauf que l'affaire fait chaud gras dans les réseaux, sur la toile. La presse en a fait son cheval de bataille. Est-ce que Thomas Libi ne se serait pas lui-même tiré une balle dans la jambe et se retrouver dos au mur après avoir publié la liste? Pourtant, on a vu les communiqués du ministre des Sports et du président de la FECAFOOT qui semblait lui donner main libre de faire des sélections sans risque aucune. Mais au soir du grand soir, out, le fils d'Eto, le fils de Tchato et les autres qui étaient déjà en exercice et apparemment efficaces dans le collectif. Sur la démarche de Thomas Libi, je pense que il s'est comporté un homme responsable. Alors là, on a la missive du ministre des Sports et de l'Éducation physique. Et puis dommage que ça se retrouve tout le temps sur les réseaux, mais la presse en a pris acte. Et puis pour vous relancer, on verra l'autre missive aussi de la FECAFOOT qui voilà, lui confère le choix de décider sans restriction. Après, maintenant, la fédération de porter sur elle la responsabilité de faire passer la liste ou pas. Alors, oui, on revient à vous, Charles. Moi, je voudrais dire quelque chose avant que Charles ne réponde. Il ne me semble pas que le ministre a donné son accord pour qu'on il n'a pas donné l'accord, mais donc lui, il a dit qu'il en a instruit, qu'il a demandé à sa hiérarchie la conduite, à la très haute hiérarchie la conduite à tenir en règle. Puisque c'est un décret du chef de l'État, lui, il n'a pas, comment dire, il n'a aucune compétence par rapport à ça, donc ça ne peut venir que de la haute. Est-ce qu'on peut parler de pression sous-marine pour Thomas Libi qui finalement ne jette pas l'éponge mais renvoie ses enfants à la maison, on peut le dire comme ça? Pression sous-marine, pression visible, de toutes les façons, je pense que cette affaire était inopportune. À ce moment-là où il était rentré dans la préparation de sa Coupe du Monde. À partir du moment où il avait décidé de rentrer dans la préparation de sa Coupe du Monde, on pouvait lui éviter ce type d'affaires. Parce que une fois qu'on a terminé la CAN, tout le monde le savait, le Cameroun a gagné la CAN, on savait pertinemment qu'il fallait entrer en préparation. Les garçons sont restés, entre guillemets, en hibernation sans pouvoir se préparer, d'où les résultats, pas catastrophiques, mais les mauvais résultats enregistrés au tournoi de Turquie. Avant de partir, de quitter la Turquie. Voilà, UEFA 6, avant de quitter la Turquie pour aller du côté du Brésil. Aujourd'hui, on vient dans sa tanière, un peu, j'ai envie de dire, dans sa fourmilière pour botter la fourmilière. Et là, il est en train de travailler avec un groupe. Il a donc décidé de mourir avec ses convictions. C'est pas, moi, je suis juste gêné que d'autres gamins dont on a voulu, entre guillemets, faire le forcing seront frustrés de ne pas pouvoir partir au mondial parce qu'on a fait naître en eux le désir de participer à une compétition où, depuis d'abord, ils auraient pu peaufiner et poursuivre leur préparation ailleurs où ils étaient tranquillement en attendant qu'on puisse trouver une solution ou alors une dérogation spéciale. Encore que s'il y avait cette intention de faire entrer 6 joueurs dans la tanière, en fait, donner un large éventail au coach Libi Thomas de pouvoir sélectionner les meilleurs parce que les 6, ils ont quand même un certain niveau comparé aux joueurs locaux. On aurait pu le faire plus tôt. Ne pas mettre le ministre des Sports sous le fait accompli, de pouvoir mettre la pression à sa très haute hiérarchie, ce qui n'est pas possible, selon les dires du ministre. Et aujourd'hui, arriver chez le coach pour lui mettre de la pression. Le coach va venir a déjà construit un groupe, il a son discours, il travaille avec des gamins, et là, venir chambouler la vie de groupe. Parce que parfois, on peut ne pas être talentueux, mais la vie de groupe, les liens qu'on a tissés rendent l'équipe insubmersible. On veut demander aux joueurs, aux coachs, parce que si vous voyez, c'est une liste de 21 joueurs, il fallait enlever 6 joueurs qui évoluent ici, sur le terroir, pour faire entrer 6 autres. Si étant que ces 6 autres étaient très bons et meilleurs que les 6 qu'il fallait enlever, qui sont des joueurs locaux. Le coach n'a pas voulu rentrer dans ce dilemme-là. Et on a bien ressenti à travers les différentes lettres et communiqués qui pendait de part et d'autre qu'il était dans un véritable malaise. Donc le coach Libi Thomas a pris ses responsabilités et je pense que à l'avenir, pour qu'il n'y ait pas de frustration, pour que ces garçons ne soient pas dans un trauma
progressif où ils vont continuer à dire oh, le Cameroun. Non, on pourra compter sur eux sur les prochaines sélections, mais il faut faire les choses un peu plus tôt pour qu'il n'y ait pas de frustration. Il faut anticiper. Alors, Eliane Nana, sur la chute de Charles Douglas, on a traversé l'étape des polémiques de ayant droit ou pas droit à la sélection. C'est des joueurs qui portent le vert ou jaune. Ils sont arrivés pendant la préparation. En fin de préparation, ils ont montré en quelques temps qu'ils avaient le nécessaire. Est-ce qu'il ne faut pas craindre psychologiquement pour ces enfants qui sont repoussés d'une sélection, même si ce n'est pas de leur faute, par rapport aux années futures et leur réinsertion dans les équipes ou alors dans d'autres catégories, puisque 17 ans, ça va très vite, ils vont dépasser l'âge. Exactement. Alors, merci. Comment on manage ça? Moi, je reviendrai. Moi, je dirais, il faut du management par la compétence. Je pense que le coach Libi a dit, on a un championnat où il n'y a pas... Le coach Billet Tanga. Le coach Billet, excusez-moi. On a un championnat où il n'y a pas beaucoup de matchs dans la catégorie des 17 ans. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on veut amener dans ces compétitions-là? Est-ce que c'est des équipes compétitives ou bien c'est uniquement des équipes constituées de Camerounais à 100%? Donc voilà, là-dessus, on va pas. Il y a un texte qui existe. Ce que j'ai envie de dire pour rejoindre Charles Douglas, c'est que le coach ne travaille pas. Il n'y a pas que l'aspect sportif quand on prépare une équipe. Il y a tout ce qui entoure. Il y a l'aspect marketing, il y a l'aspect juridique. Il faut tenir compte de toute la réglementation qui existe. À quel moment est-ce que on a oublié qu'il y avait un texte qui disait qu'il fallait promouvoir les joueurs locaux? On a un peu la même question. Je fais un petit parallèle et puis je rendrai la parole. On a eu cette question-là sur le marathon parce que on avait 43 athlètes internationaux, dont 30 Kenyans. À un moment, on se dit, est-ce qu'on limite, est-ce qu'on arrête la liste des Kenyans pour permettre finalement à des Camerounais de pouvoir monter sur le podium? Ça n'a pas été difficile parce que personnellement, moi, je pense qu'il faut que ce soit la compétence qui triomphe. On a dit non, on va laisser ouvert. Et puis, les Kenyans viendront et peut-être que progressivement, ils vont tirer la performance des Camerounais. Pour pallier à ça, on a envoyé notre athlète Justin Fouami s'entraîner dans un centre au Kenya. Il y est depuis le mois de juillet. Il était au marathon de Kousséri, au semi-marathon de Kousséri. Il est sorti deuxième, juste après un Kenyan. Donc voilà, c'est vrai que c'est un traumatisme pour ces jeunes-là, mais ne vous inquiétez pas, ils sont dans des structures où il faut passer rapidement à autre chose. Alors, Charles Monge-Mouyeme, beaucoup ont pensé que c'était un pugilat à ce niveau avec Thomas Libi, qui à un moment donné a voulu garder son honneur, mais après qu'il lâche prise. Est-ce que ce n'était finalement pas une situation à tête chercheuse quand on sait que les mêmes textes très souvent dans ces mêmes institutions ne sont pas toujours respectés? On n'aurait pas habillé par exemple la loi pour que ça ne profite pas à ces joueurs qui ont des parentés plus ou moins bien connus? Mais en réalité, c'est pas vraiment un problème de texte. C'est-à-dire que... Les textes ont l'habitude... Non, je veux dire que ce n'est pas vraiment un problème de texte. Comme je suis camerounais et qu'on est très fort en qualification de délit, je vais m'y essayer. Pour moi, c'est de la complicité de conspiratisme, ce qui se passe là. Simplement. Alors, comme pour dire? Il y a un décret. Ceux qui le critiquent aujourd'hui ont 5 ans de retard. Il est sorti en 2014. 5 ans de retard. Personnellement, quand ce décret est sorti, Charles Douglas est mon ami sur Facebook, 1 mois après, au maximum, je l'ai critiqué. Immédiatement. J'ai fait un long article en plusieurs épisodes où je l'ai passé au scanner. Et cet article-là, je m'étais dit, oulala, les détestables quotas sur les humains. Les quotas sur les humains, c'est détestable. On est dans un domaine où c'est la performance qui compte. Qu'est-ce que vous mettez dans les titres? C'est quoi ces histoires de... Parce que je serai ambassadeur du Cameroun en Côte d'Ivoire ou en France, mon fils n'a plus le droit de jouer dans les U17. Parce que j'ai reçu une affectation et que mon fils est obligé de partir avec moi. Vous allez le mettre out parce que vous dites 100% doivent jouer au Cameroun. Mon fils n'est plus camerounais, quelle que soit sa compétence dans le foot, parce que l'État m'a affecté à l'étranger. C'est détestable. Oui, mais est-ce que le process a été bafoué par le coach Thomas Libi, qui connaissait aussi le cadre juridique de la sélection de ce joueur? C'est que quand vous dites que le coach a pris ses responsabilités, non.
Pourquoi ces gars sont venus? Ce décret existe, je vous dis, depuis 2014. Et quand vous dites que c'est Thomas Libi qui les a... La première lettre de convocation qui s'adressait au fils Eto, c'est Étienne. Elle était signée du secrétaire général de la fédération. Elle n'était pas signée de Thomas Libi. Autre chose, Thomas Libi a gagné la CAN. En récompense, on aurait pu le passer principal. Il est adjoint. Jusqu'au moment où on parle, il est sélectionneur adjoint des U17. C'est-à-dire, à n'importe quel moment, on peut nommer le principal. Et si, en ce moment-ci, la FIFA n'a pas clôturé les listes, on peut nommer, même ce week-end, le chef de Libye, qui vient, qui refait une autre liste et l'envoie à la FIFA. Il n'est pas protégé. Il est adjoint. Depuis, il assure un intérim. Malgré une canne gagnée, sa récompense aurait pu être, monsieur, nous vous confirmons comme sélectionneur. On le met sur un siège éjectable, il est éternel adjoint. On lui impose des joueurs, il est obligé de les entraîner. Ils ont même joué des matchs amicaux, c'est pour ça que je dis qu'il n'a pas pris ses responsabilités. Quand vous dites prendre les responsabilités, vous dites au président de la fédération que voici le texte. Vous avez été à la CAN. En respectant ce texte, vous allez continuer à le respecter, quitte à ce qu'on vous vire. Le président de la fédération ne peut pas prendre un courrier où il dit qu'il a des instructions du ministre des Sports. Et d'après ces instructions, que le coach sélectionne qui il veut. Non, il demandait les instructions, il ne les avait pas encore. Moi je parle dans l'aide de la FECAFOOT. Relisez là, il dit bien qu'il a demandé des instructions et sur cette base-là, que le coach sélectionne qui il veut. Ça veut dire qu'il a déjà une réponse d'après son courrier. Le lendemain ou 2 jours après, c'est le ministre des Sports qui sort un courrier qui dit, moi j'envoie ça à la très haute hiérarchie. Vous pensez sincèrement que quand un décret est en vigueur, il n'y a pas un nouveau décret, on a besoin de demander des instructions à qui? On dit appliquer directement. Si nous sommes toujours dans un état de droit, si on a toujours cette phrase qu'ils aiment bien prononcer en politique, dura lex, sed lex, la loi est dure, mais c'est la loi. Voilà. Vous comprenez? Moi, ce que ça me pose comme problème, alors, c'est qu'on va sortir. Oui, juste, c'est qu'on est dans les 8-17, c'est-à-dire des gamins mineurs, à qui on est en train d'apprendre l'incivisme, c'est-à-dire le non-respect des textes. Et c'est ça qui est grave. Que des parents soient en train d'apprendre aux enfants que la loi, on la respecte quand on veut, et à d'autres occasions, on peut ne pas la respecter. C'est des U17, moins de 17 ans. Voilà. Donc, et c'est ça, moi, ça ne me choque pas que c'est des parents. Donc, vraiment, qu'ils arrêtent rapidement ce cinéma. S'ils veulent nommer quelqu'un d'autre à la place de Libye, qui désire. Libye a agi comme ça. Libye a agi comme ça parce qu'il voulait aller à la Coupe du Monde lui aussi. Oui. C'est pour ça qu'il a toléré tout ça. Et il a vu que le délai est très court. Il a certainement, il s'est dit, si je sors ma liste maintenant, je les mets devant le fait accompli. Charles Montgomery semble lire dans une boule de cristal. Je ne sais pas si c'est le cas pour Tanga. On sort par là en 1 minute. On s'intéresse après tout quand même aux acteurs, à ces gamins. C'est vrai que ceux-là évoluent quand même dans des clubs bien nantis. Leur talent n'est plus à discuter. Est-ce que pour... Non, ils sont là du 7. Leur talent est à discuter. Ils ont tout approuvé. Par rapport aux autres locaux, je voulais préciser. On n'est pas sûr. C'est Libye qui les a vus. Justement, allons poser la question au coach. Dit qu'ils ont beaucoup de... Est-ce qu'on peut être rassuré par rapport à la compétitivité du Cameroun à une Coupe du Monde? Ce n'est pas la CAN, c'est une Coupe du Monde. Avec cela, il peut aller quand même chercher des résultats. Malgré tu sais, tout le monde ne va pas à une compétition avec les mêmes objectifs. Hein. Peut-être qu'il faudrait que les gens le sachent. Tout le monde ne va pas à une compétition avec les mêmes objectifs. C'est vrai que le Cameroun semble être un pays qui est tout le temps à la recherche des victoires, des trophées et ainsi de suite. Mais tout ça, ça doit se préparer. Ça doit se préparer pour aller dans une compétition pareille. Il faut qu'il y ait vraiment une véritable organisation à la base, à partir de tout ce qu'on va retrouver dans les compétitions jeunes et puis l'encadrement qui va suivre, la préparation et les moyens qui sont mis par la suite pour pouvoir y arriver. Maintenant, l'équipe U17 du Cameroun est quand même champion d'Afrique, donc c'est pas un hasard. Thomas Libi a fait du bon travail. Maintenant, est-ce que le champion d'Afrique en l'état actuel au niveau des U17 a le potentiel pour gagner une Coupe du Monde?
Là, je ne sais pas encore. C'est vrai que par le passé, des nations comme le Ghana, le Nigeria ont eu à faire assez bonne figure dans ce genre de compétition. On espère que Thomas Libi fera de même. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, le niveau de préparation qu'on retrouve au niveau de la formation des jeunes dans les grands pays de football, on ne le retrouve pas ici au Cameroun. On en est encore loin. Donc, ce serait présomptueux pour moi dire aujourd'hui que Thomas Libi va dans cette Coupe du Monde pour la gagner. S'il y arrive, on dit waouh, ce serait un véritable. On est allé à la page, en tant que supporter, j'y crois. Voilà. Le technicien est plus réservé. Rappelons quand même pour sortir en termes d'information que le Sénégal, qui est aussi invité à cette messe des nations de football des moins de 17 ans, se voit amputé de 8 joueurs pour des questions d'incompatibilité d'âge. Il n'y a pas que le Cameroun qui a quelques soucis en interne, mais on va dire que c'est une bonne nouvelle. Parallèlement, ici, dans les bureaux de l'Africa Foot, hier, on nommait déjà un nouveau responsable du football jeune, à la personne de Gilbert Kadji. À ses côtés, Charles Douglas Demba, des noms qu'on connaît déjà, et Jeanne Ekeke et les autres. C'est dire quand même qu'on anticipe sur l'avenir par rapport à l'Africa Foot, qui, entre autres décisions fortes, pendant l'AG, a décidé de relancer le championnat jeune. Et on annonce aussi les championnats U15 et U17, d'ici la fin du mois de novembre, avec Gilbert Kadji au contrôle. Sans se faire enregistrer dans le paradigme des effets d'annonce, nous a souvent démontré qu'on n'est pas sur la bonne voie dans le développement de notre sport, de notre football. On a annoncé le championnat senior professionnel. Aujourd'hui, on voit où il en est. Aujourd'hui, on annonce le championnat jeune. Il faudrait déjà qu'on sache si c'est un championnat national qui sera organisé ou si c'est un championnat régional. Quelle est la formule adéquate pour que les garçons puissent avoir beaucoup de matchs, assez de matchs dans les jambes. N'oublions pas, on est dans les U15 et les U17, des garçons qui normalement sont scolarisés. Donc, il faut également tenir compte de la périodicité à laquelle ces championnats-là vont se jouer. Quelle formule? Moi, oui, c'est beau d'annoncer qu'on va organiser enfin. Et puis, ça m'a tout l'air d'une précipitation, des choses qui ne sont pas calculées, pas pensées. Il fallait y aller. Oui, mais foot monte au créneau. Non, il ne faut pas y aller pour y aller. Nous sommes en octobre. Pratiquement, on a passé la mi-octobre. Enfin, nous sommes à la mi-octobre. On annonce un championnat entre guillemets qui relève de l'inédit pour fin novembre. Il faut travailler, il faut sortir les calendriers, il faut trouver la formule. D'où le comité en place, le bureau en place avec Fabien Vogo, vice-président, Dinga Joseph, Ekeke Eugène, Nono Jean Flaubert, Yakana Samuel. Je pense que l'idée peut-être était de répondre et enfin trouver un cadre. Il y a des académies qui évoluent sur le terrain. On peut quand même estimer qu'il fallait mieux vaut tard que jamais. L'initiative est toujours bien. Voilà. L'initiative est toujours bien, elle est même louable. Maintenant, comme je disais, c'est la formule. Aujourd'hui, on a des jeunes, on a des centres de formation qui essayent aussi de travailler avec des gamins. Mais une fois que les mêmes gamins, on les place sur l'échiquier international, ça devient compliqué pour eux. Maintenant, il va falloir voir comment est-ce que ça va se faire avec ces garçons-là, avec ces messieurs. On ne va pas dire que d'entrée de jeu, ils vont échouer. On va attendre de voir les résultats et de comment est-ce que ça va se passer. Voilà. Le football jeune, aujourd'hui, est la relève. La réussite d'un football senior passe par la formation. Alors, si on se dit qu'on va former des jeunes, on forme des jeunes pour quel objectif? L'équipe nationale du Cameroun ou alors pour sortir du pays et aller nourrir les autres championnats? Parce que si ces jeunes, on organise un championnat pour organiser et après le point de chute ou alors la transition, c'est notre championnat national où les joueurs ne sont pas payés, où ils ne sont pas bien encadrés. Débat, Charles, non, c'est juste que c'est une progression logique. Une équipe, je prends un exemple, une équipe comme Union de Douala par exemple, ou Canon de Yaoundé, c'est une équipe qui doit avoir toutes ces catégories-là. À partir de là, on doit pouvoir avoir la traçabilité, le curriculum vitae, le CV d'un joueur qui a fait sa formation et qui allait... Voilà. Est-ce que tous ces joueurs, quand ils vont finir sur les U15, admettons qu'ils montent sur les U17, après la suite, c'est quoi? C'est le championnat
où tout ce qu'on a emmagasiné comme travail fait avec le championnat national jeune ou alors régional, ils partent dans un championnat qui n'est pas, entre guillemets, bien organisé, ou alors on les forme pour qu'ils partent en Europe. Question de sport, la question est posée. On va chuter sur le thème, puisque c'était juste une mise en bouche. Eliane Nana, c'est quand même un travail amorcé qui mérite d'être soutenu. Il y a beaucoup d'initiatives personnelles, j'allais dire privées, dans le football jeune en termes de compétition. Il a un bureau, mieux vaut tard que jamais. De toute façon, il y a un problème je ne suis pas spécialiste dans le foot, hein, mais moi, quand on me parle des jeunes, il y a bien entendu, il faut savoir que dans le sport, il y a un taux de déperdition qui est très élevé. Et moi, ma problématique, quand on parle des jeunes, que ce soit dans le foot ou dans d'autres disciplines, il a abordé un thème qui était très important, c'est des jeunes qui doivent être scolarisés. Je vais prendre un exemple. J'ai fait de la gestion de patrimoine pour les sportifs professionnels à l'étranger. Vous avez des jeunes, surtout les jeunes africains, qui arrivent sur le marché du football professionnel en Europe, qui gagnent beaucoup d'argent, mais ce n'est pas des hommes. On ne les a pas formés. Donc, on a mis l'accent sur le football, le football, mais sorti de là, il faut voilà. Or, on doit former des hommes. On voit les résultats. On voit les résultats. Il y a des choix. On a des structures en place. Il y a l'ANAFOOT et autres. Forcément, ça va être. Je vais prendre l'exemple de ce joueur sénégalais qui était très célèbre, qui gagnait beaucoup d'argent. Et à la fin de l'année, il n'arrivait pas à payer ses impôts. Parce qu'à chaque fois, on dit bah, il faut envoyer l'argent à tel endroit. Or, quand vous prenez quelqu'un comme Zidane, par exemple, la gestion de sa carrière. Et ça part du moment où il était en formation à Bordeaux. C'est des gens qui l'ont suivi à partir de là. Donc, il y avait une société qui gérait tous ses contrats d'endorsement, de sponsoring. Il y avait son agent, voilà, ce Corse, qui gérait tous ses contrats de club. Il ne s'occupait pas d'autre chose. Et puis, une autre société, on faisait la gestion de tout ce qui ramenait comme cash. Et puis, il y avait un avocat pour la famille. Il n'y a pas de mélange de genres. Alors, quand on a des enfants qui sont dans des formations comme ça, où on met l'accent uniquement sur le foot, et qu'il n'y a pas tout l'accompagnement, parce qu'un joueur professionnel, c'est tout un accompagnement. Voilà. Et c'est très important de prendre l'aspect scolarité et tous les autres aspects. Bon, maintenant, s'il y a un championnat qui arrive et qui va mettre toutes ces structures d'encadrement, d'accompagnement... En un mois, bon, on attend aussi de football jeune. Il a parlé de précipitation. Oui. Voilà. Juste d'un mot. Quand il parle de précipitation, c'est le résultat quand on est mal élu. Quand on est mal élu, on est en démonstration plus qu'au travail. C'est-à-dire que je veux démontrer que je suis à ma place. Je veux démontrer que là où les autres n'ont pas réussi, moi je peux. Demandez-lui pendant combien de temps il prépare son match. Surtout que ça fait partie des promesses de campagne. Vous me dites qu'un foot qui ne se joue pas depuis des années, en tout cas, en un mois, vous allez réussir le tour de force. On vient de désigner hier les responsables du foot jeune, c'est hier qu'on les a désignés. En même temps, ils ont travaillé forcément bien avant. Je sais rien, ils n'ont pas encore fait on ne peut pas directement... Attendons de juger le maçon au pied du mur. En tout cas, on verra bien. Gilbert Kadi, je pense qu'il faut il ne marchait pas faute de personnes nommées. On suivra de toute façon. Les questions de sport dans les prochains mois seront d'ailleurs d'ici le mois de novembre ce qu'il en est de la question du football jeune. Et à côté, on reviendra plus tard sur le football pour boucler ce programme parmi les thèmes au menu de cette soirée. Échange avec nos panélistes, Charles Douglas Ndemba, journaliste de sport, Charles Mongué Mouyeme, en face de lui, consultant, et puis Billet Tanga, le coach, à côté de Eliane Nana, qui est dans le management et même l'événementiel sportif. Le temps d'une transition, on va aborder un autre sujet. On va parler cette fois-ci de la petite reine, le cyclisme. C'est juste après cette respiration. On est dans la roue du tour du Grand Prix cycliste international Chantal Biya avec un premier coup de pédale à 2 temps. On parlera même de départ manqué pour le Cameroun avec toutes les assurances. On en vient quand même ce 17 octobre à lancer une compétition reconnue au calendrier de l'Union cycliste internationale. C'était prévu pour hier, conséquences et autres. Bref, on aborde la question par ce rendez-vous qui arrive une fois l'an au Cameroun. C'est le deuxième plus gros rendez-vous de cyclisme au Cameroun avec le Tour cycliste international du Cameroun. Et on part hors délai, comme on dit en compétition, dès le lancement. Billet Tanga, on a ces images avec le concours de Alex Lebey qui est dans la roue du Tour, notre envoyé spécial.
Est-ce qu'on pouvait s'y attendre, connaissant l'Africa Cyclisme et son manque d'anticipation habituelle? Bon, disons que c'est regrettable quand ça arrive comme ça. En réalité, ils ont dû être confrontés à des problèmes. Mais lorsqu'on s'adonne à une telle, lorsqu'on s'attelle à une telle organisation, on doit mettre en place des mécanismes pour pouvoir pallier à certaines choses. C'est dommage que ce qui avait été prévu, ce qui avait été prévu hier, notamment le lancement du tour, que cela soit plutôt arrivé aujourd'hui et qu'on en soit aussi en même temps arrivé à la suppression d'une étape. Oui. Donc tout ça c'est un tout petit peu regrettable. Mais bon, maintenant peut-être c'est le moyen qu'ils ont trouvé, qu'on a trouvé le plus efficace en fin de compte, pour pouvoir tenir les promesses. Entre deux mots, il faut parfois savoir choisir le mot. Alors, on colmate un peu les brèches, on essaie de rattraper le tour en lui-même. Je reste avec vous sur le plan des acteurs, ces cyclistes camerounais qui se préparent depuis et qui avaient déjà un plan sportif sur le terrain avec les 4 étapes qui sont diminuées et d'ailleurs qui courent après les autres. On annonce les résultats de cette première étape. C'est 2 Algériens qui sont devant, Lagab à Zedine et puis Hamza Yassine, habitué du Tour cycliste au Cameroun. Le premier Camerounais, Kamzo Ambosolo, la meilleure chance de maillot, est arrivé 5e. Le deuxième Camerounais, 14e. Est-ce que ça coince un peu sur le plan de la préparation, vous qui êtes aussi encadreur, vous qui êtes coach? Bon, c'est vrai que j'ai pas de véritables nouvelles par rapport à leur préparation, mais difficile de me prononcer. Et puis les données changent à la fin, ça perturbe forcément. Oui, normalement ça perturbe. Il y a, il y a une stratégie de gestion d'une compétition. Hein. 5 étapes, c'est pas comme 4 étapes. C'est-à-dire, il y a des gens, ils savent, quand ils ont étudié le tour, ils ont vu les étapes, ils peuvent mettre en place toute une stratégie. La première, la deuxième, ainsi de suite. C'est une stratégie de gestion globale de la compétition. Lorsqu'on vous enlève une étape, ce n'est plus forcément la même gestion qu'on pourrait faire. Peut-être que les gars se sont préparés par rapport à ça. Bon, mais maintenant, je pense que nos cyclistes ont été battus sur le terrain, probablement pas plus fort. Alors, Charles Douglas, on reprend les mêmes et on relance. Et peut-être avant de répondre à votre question, notre cyclisme va mal. Il va très très mal. C'est un secret de polichinelle. Et si on veut regarder, pour les premiers arguments, si on veut regarder l'année de nos coureurs, on va se rendre compte que c'est tout récemment qu'on a eu un résultat qui peut être un résultat flatteur, à savoir au Tour de réconciliation de Côte d'Ivoire où on a eu une 3e place avec Arthur Stella. Quand vous regardez précisons qu'il n'y a pas eu les écuries d'Europe à cette compétition. Ouais, après, s'il n'y a pas les écuries d'Europe, ça dénote encore d'un niveau assez faible, assez bas pour nos coureurs. Pas qu'ils ne sont pas bons, mais c'est au niveau de l'encadrement, comme disait Eliane tout à l'heure. C'est au niveau du suivi, c'est au niveau de la professionnalisation de notre fédération. Autour du Rwanda, on a eu des hors-délais à n'en plus finir. Nous sommes allés autour du Maroc, sur une invitation. C'est le mécanicien qui avait laissé une roue à Yaoundé, une autre à Douala. Il fallait rallier. Finalement, les garçons sont revenus au Cameroun sans prendre part à la compétition. Le Tour Grand Prix cycliste international Chantal Biya est à sa 19e édition. Qu'à 24 heures du départ, il y a encore des délégations qui ne sont pas au Cameroun, notamment la délégation burkinabé arrivée hier midi. Quand on devait donner 2 heures plus tôt le départ de la première étape. Tout à fait. On annonce 72 heures avant la première étape des tensions de trésorerie. Mais est-ce qu'on peut pas faire un tour comme celui-là en une semaine? Au point où, dans les médias, les réseaux sociaux, le président de la Fédération camerounaise de cyclisme, un peu las de cette situation, était obligé de monter au créneau, d'annuler la présentation des délégations des équipes, comme ça se fait dans le cyclisme. Et il se fait rappeler quelques heures plus tard, à l'ordre par le ministre des Sports, sur très haute hiérarchie, la dame qui porte ce nom. Je pense qu'il faut être sérieux avec le cyclisme. On est à la 19e édition, on ne peut pas se permettre que plus les éditions avancent, plus on a de coureurs. Ça veut dire que le peloton ne fait que s'amoindrir, il ne fait que se rapetir. Ils étaient 35 au départ voilà. Ce matin. Ça ne fait pas sérieux. Rien que 35. Ça ne fait pas sérieux. Aujourd'hui,
on est dans un contexte, au Cameroun, on est dans un contexte social, socio-économique un peu compliqué, un peu difficile. Quand on a des disciplines comme celle-là qui peuvent raviver la flamme, la joie de vivre aux populations et qu'on se mette à mal organiser, à faire montre d'amateurisme, ça ne fait pas beau. On parle d'un cycliste, heureusement, je disais tout à l'heure en off à Charles Mongue Mouyeme qu'aujourd'hui, c'est un jour historique pour le sport camerounais parce que la première étape du Tour cycliste a été entièrement diffusée à la télévision. Je pense que ça c'est une avancée, mais une avancée pour montrer quoi aux Camerounais, pour montrer quoi à l'international. Quand on voit un peloton d'une compétition internationale, ça frise le ridicule. Aujourd'hui, on a une compétition où les coureurs camerounais, nous sommes à la première étape. Le premier Camerounais, Clovis Kamsouabé Solo, sur une étape. Bon, il a 8 secondes en même temps. De pleine. Il réussit à avoir 8 secondes de retard. C'est des détails qui montrent que ces coureurs-là, avec un bel encadrement, avec un encadrement professionnel, on peut faire grand chose. Et pourquoi est-ce que le vélo particulièrement a un rôle essentiel pour terminer dans la société? Vous avez vu l'état de nos routes. Prenons tout simplement Douala, la ville de Douala. Si la fédération a un plan bien pensé relativement au Grand Prix, Chantal Biya, relativement au Tour du Cameroun, et qu'elle décide de voir tous les ministères qui sont concernés, puisque même le ministère du Tourisme est concerné par le vélo, l'administration territoriale, l'habitat, on dit ok, on va partir, voici notre tronçon. On va quitter rond-point d'Edo pour aller à l'intersection Petit Pays à Makepe. Seul sur ce tronçon-là, il y a des nids de poules. Avec un plan bien tracé, ça peut permettre le développement de nos voies de transport. Encore que le cyclisme aujourd'hui, tel qu'il est pratiqué là, fait partie de rares, mais alors très rares disciplines qu'on peut assister, voir, jubiler sans dépenser un radis. Il vous suffit d'écouter ce que la caravane dit. Vous sortez de chez vous pour l'espace de 15 secondes de bonheur, parce que les coureurs ça passe très vite, vous allez avoir un plaisir qui va rester gravé presque à vie. Voilà. Donc on ne pense pas à ces choses-là et c'est dommageable. Alors ce même Grand Prix cycliste international Chantal Biya a quand même connu ses années de gloire. Charles Mongue Mouyeme, qu'est-ce qui fait aujourd'hui que on lance une compétition au ralenti, et pour les compétiteurs et pour la fédération qui va devoir payer le prix, parce que annuler une étape aussi, ça ne va pas forcément passer inaperçu côté UCI. Est-ce qu'il faudrait ne pas revoir un peu la trajectoire de la Fédération camerounaise de cyclisme qui bat de l'aile depuis plusieurs années? Mais, Aimé, quand vous parlez d'année de gloire, je ne sais pas sur quel référentiel vous êtes. On a eu des victoires à cette compétition. Ça ne résume pas la gloire des cyclistes. Et on a vu la grande mobilisation, la grande communication. C'était pas le cas cette année. C'est pas parce que les Français gagnent le Tour de France. Encore qu'il t'a fait longtemps. Ça n'a rien à voir. Moi, je pense que nous devons cesser d'être complaisants. Sincèrement, si nous voulons que ce pays se développe, arrêtons la complaisance. Il est évident qu'il n'y a pas de fédération de cyclisme. Quand vous mettez une fédération complètement dépendante de décisions de fonctionnaires qui, eux, sont assis dans leur bureau, vous êtes de la fédération, vous prenez les contacts internationaux, vous allez sur le terrain pour faire des repérages, vous faites un certain nombre de choses, mais vous dépendez d'un fonctionnaire qui peut vous dire je décaisse ou pas. Qu'est-ce que vous allez faire? C'est ça, organiser le sport? Arrêtons la complaisance. Arrêtons la complaisance. On ne peut pas retrouver les mêmes têtes politiques partout. Elles sont en politique. Vous venez dans les arts, vous allez les trouver. Vous allez au sport, vous trouvez les mêmes têtes. On politise tout. C'est du sport, c'est rien que du sport. Mais laissez les fédérations travailler. Il dit qu'à 2 semaines, quand je ne suis pas sûr qu'elle savait, il y a 2 semaines qu'elle retourne Chantal Biya. Je ne suis pas certain. Aucune annonce. Il n'y a pas eu une véritable communication, en tout cas sur le plan large. Moi, ça fait quelques mois que je sais qu'il y a le marathon. Voilà. Je dis quelques mois que je le sais. Comment vous voulez qu'une fédération travaille quand des fonctionnaires s'accaparent tout? Ils prennent tout. C'est eux qui décident de tout. Et même parfois, quand on libère les sous, il y a un billetteur qui tient la bourse. C'est-à-dire le président de la fédération est obligé de dire « je veux loger telle personne ».
Non, c'est pas prévu dans mes trucs de... Tu peux pas le loger. Vous en parlerez au cyclisme, vous allez à l'ascension du Mont Cameroun, c'est pareil. À la veille de l'ascension, parfois le président de la fédération ne réussit pas à loger tous ses invités. Parce que celui qui tient la bourse est en train de lui faire du chantage. Il est profond apparemment dans ce genre Mais c'est d'organisation. hyper profond. Si vous voulez avoir des Oui, fédérations, ça nous avons un parlement. Je ne comprends pas que les fonctionnaires pensent que tout le monde doit leur faire confiance, mais eux, ils ne font confiance à personne. Vous êtes président de fédération, élu, avec un bureau exécutif. Ils vont à l'Assemblée. Ils disent que pour le cyclisme, c'est 1 milliard. Mais qu'on vous donne le milliard, que la fédération ouvre un compte et mette le milliard dedans, et qu'on la juge sur l'utilisation du milliard. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont garder le milliard. Ils vont vous dire, ok, faites-nous la liste de vos compétitions. C'est eux qui choisissent. Ici, là, ne partez pas. Oh, ici, c'est souveraineté, oui, il faut y aller. Là, etc. Vous ne pouvez pas gérer le sport comme ça. Moi, je ne peux pas en vouloir à la fédération parce qu'elle a les mains liées. Ces gens qui sont là-dedans, eux-mêmes sont complaisants parce qu'il y a longtemps qu'ils auraient dû démissionner. Moi, je ne peux pas rester à un endroit comme ça longtemps. Je vais démissionner. Vous ne pouvez pas me paralyser et me demander des résultats. C'est comme si on vous attache une main et un pied et on vous dit de courir quand même. Alors, vous ne pouvez pas la courir. situation est quand même d'autant La plus situation est inquiétante complexe. que Ce ça- qu'on voit aujourd'hui, l'UCI, à un moment donné, va dire stop. Votre compétition, on la sort. Vous n'avez pas de route. Il vient de le dire. Sur 5 étapes, allez regarder le nombre de transbordements. Ça fait beaucoup. On ne peut pas avoir une compétition de 4 petites étapes et c'est de transbordement en transbordement. Parce que tel tronçon, vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas en faire une étape parce qu'il est impraticable. On est obligé de mettre les gens dans les voitures, les transporter, les déposer là-bas, et puis faire un jour de repos, et puis je ne sais pas quoi. C'est trop compliqué. Alors, Donc vraiment, laissons la complaisance, regardons-nous en face et disons-nous la vérité. Et le Cameroun a un On très beau bricole. relief pour pouvoir faire Jusque-là, une on compétition. bricole. Alors, Oui, à permettez-moi de cause- à relancer cause qu'il y a quand même des Yanana. routes. Ce n'est pas pour dédouaner la fédération, parce qu'en même temps, on va trouver que ça coince un peu au niveau de la trésorerie de l'État, mais en même temps, il y a des fédérations qui réussissent à anticiper. La compétition n'est pas tombée hier. 1 an avant, on peut savoir à quoi on s'attend. Comment ça doit se faire au niveau de la fédération, vous en tant que, je ne vais pas dire expert, mais personne avertie dans le management des compétitions d'envergure, j'allais dire de souveraineté nationale, est-ce qu'il faut attendre être perfusé par le financement de l'État ou on peut, avec le cyclisme, trouver des moyens, des partenaires, des annonceurs, des sponsors? La question revient toujours. Alors Aimé, c'est comme dans la vie, tout n'est ni tout blanc, ni tout noir. Je pense qu'il y a des efforts à faire de part et d'autre. Il est clair, comme Charles disait tout à l'heure, que les fédérations doivent avoir des marges de manœuvre beaucoup plus importantes. On est dans des domaines où il faut, on a parlé, il faut être Mais cash, qu'est-ce il qu'elle faut de la propose, trésorerie. elle, cette fédération? Non, l'État doit accompagner. Vous permettrez, je reviens toujours sur des choses que je sais, que je maîtrise bien. Sur le tennis, par exemple, pour avoir un tournoi futur, comme on a fait à Yaoundé, sous d'autres cieux, par exemple les officiels, les arbitres que vous avez sur les cours, il y a des catégories d'arbitres qu'il faut venir et la Fédération internationale de tennis vous dit, quand vous faites venir ces arbitres-là, ils sont à votre charge. Billets d'avion, hébergement, pas moins de 4 étoiles, nutrition tous les jours. Sur un budget d'organisation, ça peut peser très lourd. Par exemple, ça, c'est des choses que l'État peut effectivement prendre en charge. Et après, tout ce qui va relever du prize money, et on fera ça. Donc, il y a nécessairement une collaboration à avoir avec l'État, mais je pense que les fédérations aussi, et c'est ce qu'on fait, par exemple, avec la Fédération camerounaise de tennis et la Fédération camerounaise d'athlétisme, qui nous accompagnent, puisque le marathon international de Douala, par exemple, est placé sous la supervision technique de la Fédération camerounaise d'athlétisme. C'est un bon mariage, c'est possible, il faut faire les démarches et après, on travaille ensemble. En début d'année, par exemple, on travaille avec la Fédération camerounaise d'athlétisme en disant, je leur demande, quel est votre calendrier? Ils nous disent quelles sont les compétitions qu'ils vont avoir. On sait qu'on a le marathon et on voit comment on va travailler ensemble. On a peut-être un peu plus d'expertise pour s'adresser aux entreprises du secteur privé. Ça permet qu'on puisse engranger. Donc, voilà. Moi, je crois au partenariat public-privé, mais effectivement, il faut que chacun sache rester à sa place et puis ne pas penser que, bon voilà, je suis là pour...
Sur la question du cyclisme, on sait que ça a beaucoup de valeur ajoutée en termes d'accompagnement des sponsors, le branding. Pour l'instant, on a peut-être la SNH qui a une équipe, parce qu'il faut dire que le Cameroun a son équipe, la SNH a son équipe portée par Kamzo Abosolo. On a Dukla Banksta Bistrika, l'autre équipe à cette compétition. On a l'équipe du Rwanda qui est là, l'équipe de l'Algérie, la Global Cycling Team, l'équipe d'Auvergne de la France. Grand absent parmi les favoris, la Côte d'Ivoire. Quand on voit ce que le spectacle du cyclisme donne au-delà de nos frontières, on peut dire qu'on a raté le coach, Charles Blas-Demba. Pourtant, il y a quelques rares annonceurs qui y croient encore sur la question de la petite reine. Bon, moi je suis toujours embarrassé quand on parle de spectacle parce que concernant la petite reine, au Cameroun précisément, je vous ai parlé du peloton qui est amoindri. Le spectacle, très souvent et naturellement, en cyclisme, on l'a dans les épreuves de montagne. Sauf que c'est le spectacle pour qui, au kilomètre carré, combien de maisons ou bien combien d'habitants on retrouve lorsqu'il y a ces étapes de montagne-là. Combien de Camerounais vont aller vont gravir les falaises ou laisser leur voiture tout en bas et aller à pied ou à vélo pour attendre les coureurs. Non, je crois que la fédération, certes, a les mains liées, je le crois fermement, comme le disait Charles Monga-Mouyemé, mais elle a également un autre travail de marketing, d'approche. On ne peut pas s'arrêter de sensibiliser les Camerounais, d'éduquer quand on sait qu'ici, il paraît que ce n'est pas le sport roi et il faudrait redynamiser encore la question du cyclisme dans les têtes. Et il y a, tout le monde le sait, on dit une image vaut 1000 mots. Comment vous allez éduquer les gens sans qu'ils ne voient ce qui se passe? C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que c'est un moment historique pour le sport camerounais, le fait que cette discipline-là soit retransmise sur les antennes. Maintenant, à côté de cela, est-ce qu'il y a des formations pour des jeunes? Ça, on en parle très peu. Ce que je voudrais relever ici, surtout Aimé, sur la question, c'est la fédération qui devrait développer d'autres sources de financement, autre que attendre la manne qui vient de l'État. Parce que quand on dit la caravane du Tour, la caravane du Tour, c'est effectivement cette caravane-là qui précède des heures à l'avance le peloton. Elle a le temps de chauffer la population tout au long du parcours. Généralement, dans les grands tours, on ne la voit pas parce que c'est très coûteux en termes d'image et autres. Mais ceux qui sont dans le pays qui abrite la compétition savent qu'il y a une caravane. Et c'est dans cette caravane qu'on retrouve le pavoisement de tous ceux qui ont contribué à organiser l'événement. Vous venez, il y a la marque Aimé Moukoko qui est là. Il a décidé de partager ses flyers, il a décidé de faire des lots, de donner aux populations. C'est comme ça qu'on fait vivre une compétition. Aujourd'hui, la fédération, heureusement ou malheureusement pour elle, attend sa seule source de financement. C'est vrai, c'est important, recevoir ces équipes. Encore qu'il faut également regarder, c'est les mêmes équipes qui reviennent. Est-ce qu'on évolue vraiment? On est quand même à la 19e édition, mais on a comme le sentiment que les choses vont décrescendo. Donc je pense que voilà. il faut. C'est pour ça, Charles, que en réalité, moi je ne peux pas reprocher quoi que ce soit à la fédération, parce que très honnêtement, ces annonceurs dont vous parlez, ce n'est pas des philanthropes. Non. Il faut faire attention. Il faut de l'intérêt pour qu'ils viennent. Un retour. Quel est l'intérêt? Beaucoup de ceux que vous voyez sont obligés de venir parce qu'on utilise le nom de la première dame pour les contraindre à sponsoriser. Ils sponsorisent parce que ça devient un devoir de patriotisme. Or, ni le consommateur, ni l'entrepreneur ne sont patriotes. C'est des gars qui font des affaires. Il ne faut pas tout mélanger. Et le cyclisme, vous ne réalisez pas. C'est pour ça que je dis qu'on est dans un pays où il y a tellement de travail et on parle de chômage. Vous n'avez pas réalisé qu'il y a de moins en moins de vélos dans nos villes. Quand nous étions au secondaire, nous avions un parking de vélos au lycée. Charles, on a les motos maintenant. C'est les motos. Les motos, ça fait pas le cyclisme. Les vélos motorisés. On avait tout un parking. Le lycée Josse avait un parking de vélos.
La plupart des établissements... La plupart des établissements avaient un il y avait une parcours réelle de vélo. éducation Ça existe au encore. vélo. Vous Il y a le quelques voyez. rares fédérations, Aujourd'hui, les quelques rares vélos, ligues qui c'est essayent pour d'entretenir. les VIP qui friment à Bonandio avec casque le dimanche matin. En bande, là, ils ont un sifflet, ils arrivent au carrefour ici. Après, l'évolution de la vie également Quand vous regardez, rend vous voyez difficile que de c'est des circuler grands avec les VIP. vélos dans nos villes. Les jeunes ne s'y adonnent plus. D'abord parce que les vélos Voilà. sont Il y a un hors problème de prix. d'aménagement de la ville. Voilà. Les vélos sont hors de prix. Et Donc, puis, si vous Charles, êtes à intéressé cette par la époque, population, le trafic n'était pas aussi dense à cette époque. Oui, mais même comparativement à maintenant où c'est très difficile pour un cycliste de sillonner. Ils sont obligés d'attendre justement le dimanche où c'est un peu plus calme, où sur le plan de la population, certains sont restés à la maison, ils ne sont pas sortis avec le véhicule, mais de lundi à samedi matin, c'est très les compliqué gens de qui circuler. organisent donc le sport doivent savoir que ça, c'est Oui. une menace par rapport à leur activité. Alors- Comment faire en sorte que on réduise les nuisances de cette menace? Ça doit être une réflexion permanente. fait. Vous avez l'impression qu'elle est menée? On aura forcément à revenir sur la question de ce Grand Prix cycliste international Chantal Biya. Et puis, espérer pour la suite, on part de Yaoundé demain pour Ebolova, avec une étape en moins. Les Camerounais peuvent encore faire la différence, mais il y a un réel besoin de réaménager d'ailleurs cette compétition dite de souveraineté Ils peuvent gagner s'il n'y a nationale. pas la côte. À partir du moment où ça va Ça grimper, reste à ça voir. sera difficile. De toute façon, on Parce que les organise... Rwandais et- sont là et ce sera compliqué. Alors, Et parlant des infrastructures, juste un mot. oui. Vous savez que quand on refait le stade de la vérification, on a annulé le vélodrome. Vous saviez qu'il y avait un vélodrome au stade de la vérification? Il y en avait. On l'a supprimé, il paraît. Bon, Alors, de vous toute allez avoir façon, une ville de Douala qui n'a aucun vélodrome. on peut aller même dans les critériums, c'est pas interdit de tourner dans la ville. Alors, il faut quand même rappeler que c'est une compétition assez particulière, ce n'est pas comme dans un stade de football, le spectacle est dans la rue et c'est parallèle à l'autre thème qu'on va aborder en quelques lignes, selon l'organisation, selon la finition. C'est les populations qui viennent au spectacle, naturellement, comme au marathon. Et quand on parle du marathon, avec Eliane Nana sur ce plateau, on veut se demander, avoir autant d'écuries ou de compétiteurs internationaux qui arrivent, les enjeux sont énormes sur le plan du tourisme, sur le plan même culturel. On peut rentabiliser à ce type d'événement, en parler avec le marathon pour évoquer l'état d'avancement. Comment ça marche? Et pourquoi ça marche alors que vous n'avez pas le financement de l'État comme les autres? Alors, le marathon, comme Charles l'a dit, ce sont des événements, surtout quand on commence à vouloir les estampiller internationaux, il faut s'y prendre longtemps à l'avance. Voilà. Et il y a toute une stratégie à avoir. On arrivait dans une ville qui, depuis 30 ans, n'avait plus eu de marathon. C'était un défi qu'on s'était lancé avec notre ami Ange, à qui je fais un petit coucou. Et on a dit, on va y aller, on va essayer. Et on a travaillé dès le mois de février. Donc la première communication en 2017 avait commencé à l'ascension du Mont Cameroun, puisque les premiers coureurs étaient là-bas. C'est là-bas qu'il fallait aller sensibiliser. On a fait de l'affichage, tout ça. On a travaillé. On avait eu la chance d'avoir un partenaire, vu que j'appellerais un partenaire historique, qui est City Sport, qui est dans le sport, qui avait compris la problématique et qui nous avait accompagnés. Et donc les premières années, c'était de dire, on veut d'abord un succès technique. Parce que ce n'était pas évident. On a parlé de l'état des routes, on a parlé de la mentalité des Camerounais. Parce que là, les Kenyans vous disent que bon, ben, j'aurais pu faire mieux, mais il y a une moto qui m'a coupé le passage. C'est qui n'a pas beaucoup évolué entre-temps. Et il y a une moto qui m'a coupé le passage. Ça ralentit. Les routes sont plutôt dégradées. Ça ralentit. Bon, je pense que la communauté, au moins, fait l'effort. On travaillait encore tout à l'heure avec le délégué auprès de la communauté urbaine de Douala. Voilà, de baliser, de niveler le parcours. Malheureusement, on ne peut pas encore avoir j'ai envie de dire le logo I2AF, parce qu'il y a des critères bien précis, mais chaque année on essaye de voir, il y a un cahier des charges et chaque année on essaye de franchir un pas. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, vu de l'extérieur, ce qui a pu se passer à la Fédération camerounaise de cyclisme, ça peut arriver à tout le monde quand on est dans des circonstances particulières. Tant que vous n'êtes pas de l'intérieur, vous ne pouvez pas vraiment savoir qu'est-ce qui n'a pas marché, mais effectivement il faut travailler beaucoup en amont, parce qu'il faut prévoir les plans A, les plans B, les plans C, et voilà, il y a tellement de choses à régler. Donc, Alors, sur la question quand même du terrain, coach Bilet Tanga, on parle du marathon
international de Douala. Douala a enfin son marathon. Le Cameroun même a enfin sa date en attendant que l'I2AF nous mette dans leur programme Ça va de venir. façon officielle. Est-ce que c'est un peu plus facile au marathon parce qu'on a circonscrit à une ville, à un petit espace par rapport au cyclisme, ou alors tout part de l'organisation? Et pourquoi l'intérêt de quelques annonceurs là-bas et pas ailleurs? Le cas du marathon par exemple. Moi, je ne sais pas s'il faut prendre ce parallèle. Même le cyclisme, on peut l'organiser dans une même ville. Vous appelez ça comment? Les critériums, souvent, ça critérium. fonctionne quelquefois quand la Ligue régionale organise. Mais nous, nous, quand on était très jeunes, on était jeunes, parfois régulièrement le dimanche, et il y avait, ça circulait là partout en ville. Voilà, c'était un classique. Donc, pratiquement tout. Tous les 2 dimanches, on avait des courses cyclistes ici, à Douala. Non, je pense qu'il y a beaucoup plus une organisation, une vision qui est derrière. Il y a une organisation, des moyens qui sont mis en œuvre, un projet qui est pensé et qui est implémenté. Évidemment, comme dans tout projet, il y a des difficultés, il y a des obstacles qu'on va rencontrer, mais il faut quand tu es dans un projet, tu peux rencontrer à un moment ou à un autre une porte qui est fermée, mais tout n'est jamais fermé. Tu vois, dès qu'une porte se ferme, il y en a une qui va s'entrouvrir. Si tu t'engouffres dans celle-là, tu vas voir qu'il y en a une autre, ainsi de suite. En fin de compte, tu vas y arriver. Le marathon de Douala, ça fait combien? C'est la 3e édition? Oui. Il sera à sa 3e édition. Certains tours cyclistes sont déjà à plus de 10 éditions pour être gentils, et ça n'arrive pas à intéresser des sponsors. Dans l'organisation, dans l'accompagnement. Il me semble qu'il y a... Pour une raison, et je voulais aussi interpeller Charles là-dessus, parce qu'il y a tout à l'heure, quand elle a parlé de sponsor historique, qui est City Sport, elle a utilisé une expression qui est très intéressante. Elle a dit, nous sommes allés vers eux pour qu'ils comprennent l'enjeu. C'est-à-dire, il faut essayer de faire comprendre aux sponsors à la fois l'enjeu d'avoir un marathon à Douala, un marathon au Cameroun, et derrière ça, ce ne sont pas des philanthropes évidemment, ce qu'ils gagnent en termes d'image, on va s'atteler à ce que ce soit bien organisé, c'est toutes ces garanties-là. C'est pas fondamentalement l'État qui doit absolument avoir un droit de regard, parce qu'il y a des parrains, des mécènes ça et là, des entreprises qui viennent sous la bannière de la première dame. Il y a également l'organisateur lui-même, ce qu'il utilise comme argument auprès de ceux qui ont le financement, nécessaire ou pas, peu importe ce qu'ils peuvent apporter, tout ça restera des plus. C'est à ce niveau qu'il y a l'enjeu pour pouvoir organiser votre compétition, voilà, afin qu'elle puisse avoir le rayonnement à souhaiter. Au niveau du marathon, il y a la fédération toujours qui apporte sa contribution, son assistance technique. Ils sont en train d'aller pas à pas pour voir avec la communauté urbaine et autres pour l'assainissement des voies, pour que les coureurs puissent bien circuler. Tous ces éléments-là concourent à avoir la bannière I2AF. Et je pense que ça va arriver. Ce que je voulais ajouter pour terminer sur le marathon, c'est de grâce que les organisateurs ne restreignent pas l'entrée ou alors l'arrivée des internationaux. Parce que les Kenyans, se sont, depuis 5 ans, ils se sont transformés en chasseurs de primes. Si vous organisez même un marathon à Bomono, ils iront là-bas. Pourvu que la cagnotte, parce on parle de 2,5 millions pour le vainqueur, chez les dames comme chez les messieurs. Et je pense qu'il n'y aura pas que de messieurs. Donc là, les coureurs ou alors les athlètes camerounais qui ont eu à penser par le passé qu'en étant braves au Mont Cameroun et venir au marathon se reconvertir sur route, c'est pas la même chose. Alors, Charles Mongo Mouyeme, à vélo ça va vite, mais on semble aller au ralenti. À pied, ça va plus loin, la cagnotte est importante, ça ramène plus de popularité. Est-ce qu'il faut craindre ne pas justement passer à ces événements de souveraineté nationale et perdre côté initiateur, côté promoteur privé, la flamme de mener un marathon? Est-ce que si demain l'État prend sur lui d'accompagner le marathon de Douala, on peut risquer d'évaluer un peu la qualité de l'organisation? L'État accompagne déjà le marathon de Douala. Elle vous a parlé de la communauté. Naturellement, mais à l'échelle de la fédération elle-même. N'oubliez pas que
c'est l'État qui doit organiser le sport dans le pays. Et l'État a délégué cette compétence-là aux fédérations. Ça veut dire qu'en réalité, c'est du service public confié à des associations privées pour que ce soit implémenté. Avec pour tutelle le MINSEP. Donc, l'État les accompagne déjà. Parce que dès que ça devient international, je peux vous le dire, il faut des autorisations. Exactement, qui remontent jusqu'à la présidence. Jusqu'à la présidence, ministère des Relations extérieures, etc. Il faut que ça intervienne parce que... La Direction générale de la Sûreté nationale passe. Vous faites déjà venir des étrangers ici, voilà. Donc vous comprenez que c'est une opération vraiment transversale. Et sauf que le gros du besoin, c'est le pécule qui met souvent en difficulté beaucoup d'organisateurs. Bien sûr, et c'est là où il y a souvent un problème. Le sponsor n'a même pas encore forcément complété tout ce qu'il faut. On est déjà avancé pour le... C'est là où il y a un gros problème. Maintenant, c'est des choses qui peuvent se régler. Vous comprenez? C'est-à-dire que les citoyens ne sont pas inintelligents. Ils savent que voici la réalité de notre pays. Si au marathon de New York, le premier a 100 millions, on ne va pas demander 100 millions ici. Ça aussi, les gens le savent. Ce qu'ils veulent, c'est une organisation crédible. Parce que le marathon, c'est quand même 42 km 195 secondes. C'est ça. Ce n'est pas une activité qu'on pratique en se réveillant le matin du premier coup. Ça veut dire qu'il y a d'énormes risques. Il y a beaucoup de risques et pour les aventuriers. Beaucoup de domaines qui interviennent dans l'organisation du marathon. Exactement. Notamment dans le domaine de la santé. Tout à fait. Vous comprenez? Or, est-ce qu'on s'assure? Parce que là aussi, je vais encore reparler des menaces. Et elle le sait. Nous sommes aujourd'hui génération Android, c'est-à-dire des gens qui font très peu de sport, les jeunes. Très très peu. Beaucoup d'établissements scolaires n'ont même pas d'infrastructure pour courir. Ils vous font une année entière, je ne suis pas sûr qu'ils ont couru 5 km, tous les cours de sport réunis. Parfois, il est là. C'est pas sûr qu'ils ont fait ça. Donc, quand vous organisez un marathon, vous avez envie d'organiser les prochains. Donc, il faut une pépinière qui arrive de gens qui font des courses de fond. Et il faut qu'on vous explique ce que c'est. Parce que des gens vous disent que quand vous faites le marathon, vous vieillissez plus vite que les sprinteurs. Comment arrêter ce vieillissement? Comment vous devez vous alimenter? C'est sur la durée. Tout à fait. C'est des choses qu'on prépare. C'est pour ça que quand cet événement est organisé, il faut que beaucoup de corps de métier viennent s'intéresser à cela pour qu'on explique les problèmes de cœur, les problèmes, etc. Il faut les greffer à cette activité parce que j'ai cru comprendre qu'il y a des courses pour les familles. Il y a des courses. J'aborde justement la question pour des précisions. On a parlé du marathon, c'est pas donné à tout le monde. Il ne faut pas simplement être marathonien, il faut avoir le standard d'athlète international avec la capacité d'aller chercher la prime sur la distance. On aura un semi-marathon, on aura le marchathon, on aura la compétition familiale, la marche familiale. Est-ce qu'en date d'aujourd'hui, parce que en même temps les téléspectateurs ont l'habitude de le voir sur Canal 2 International, est-ce que les données ont changé ou alors on part vers la même configuration? Est-ce que monsieur tout le monde peut participer pour répondre à une question qui préoccupe les téléspectateurs? Bien sûr, on a dit, à la base du projet, c'était de dire, on voudrait, toutes les grandes villes du monde ont un marathon. On peut le faire au Cameroun. On est quand même, bien qu'on soit une génération un peu couche potato, on est devant la télé, il y a encore quand même beaucoup d'engouement autour du sport. Et donc c'est pour ça qu'on avait dit, on ne fera pas que le marathon. Parce que si on fait que le marathon, ce sera assez exclusif. Il a dit. Tout le monde n'est pas capable de faire un marathon. Moi, je suis sportive, c'est très difficile. Je ne peux pas faire un marathon. Voilà. Et donc, on avait dit, voilà. Et donc, on avait dit, ok, on va rajouter du semi-marathon. Et après, on s'est dit, la première année, on a fait également le marchathon. Voilà. C'était vraiment pour revenir à la devise olympique et de dire l'important c'est de participer. Donc voilà. Marchathon en français facile pour les téléspectateurs. C'est la marche sportive. La marche sportive. C'est ce qu'on appelle la marche sportive. Ou bien la marche tranquille. Hein. Oui, ça c'est une expression que nous avions choisie. Mais on avait décidé de ne pas en faire une discipline lors des compétitions.
l'engouement venant, on s'est dit cette année, ok, et c'est une des innovations de cette année, c'est de dire, ok, ben voilà, le marathon aussi, c'est quand même 10 km, ils vont faire 10 km, il faut récompenser, et donc il y a un prize money également sur le marathon. Et ça suscite des vocations. Et ça suscite des vocations. La marche familiale, ça partait de l'idée de dire, bon, on n'a pas souvent l'occasion de faire du sport en famille, encore moins en compétition. Ce serait assez drôle de faire une compétition où on a finalement tous les éléments. Et on a vu des grandes autorités participer à cette compétition. Voilà. Donc la marche familiale, c'est simplement un relais de 3 km, le père, la mère et un enfant de moins de 15 ans. Donc on ouvre le relais par les mamans qui font chacune 3 km et passent le relais à l'enfant qui fait 3 km et passe le relais au papa qui ferme la marche. Et donc voilà, et qui rencontre beaucoup d'engouement. Je pense que les gens aiment bien. Donc ça, c'était une des innovations. Et je voudrais revenir sur ce que Charles a dit tout à l'heure, sur la nécessité de se préparer. Voilà. Et ça, j'en appelle aussi finalement au devoir de responsabilité des Camerounais. C'est pas de dire, ah, il y a 2 500 000 gars, je vais aller essayer. Bon. et pour faire intervenir. Et donc, cette année, nous avons décidé que tous ceux qui participeraient au marathon et au semi-marathon devront obligatoirement être munis d'un certificat médical signé par un médecin. Parce qu'il y a c'est des disciplines qui ont énormément d'impact physiologique. Donc, quand vous finissez. Et donc, c'est un des aspects sur lesquels on met beaucoup l'accent sur la sécurité médicale. Voilà. En tout cas, c'est ouvert et on aura le temps de revenir dessus. Hein. C'est parti pour le 27 octobre, une date qui est marquée. Vous pouvez déjà voir un peu partout que c'est un peu avancé en termes de communication, en termes d'affichage. Et notre célèbre rond-point dit feu rouge Bessenguet avec la fameuse tennis qui nous rappelle qu'on est dans le mois du marathon. Une initiative sur laquelle on va s'y attarder et savoir si aussi on aura quelques ratés, on en parlera, mais on peut faire confiance à Tara Sport and Entertainment. Mesdames, Messieurs, il nous reste un quart d'heure avant de refermer ces 90 minutes de questions de sport. Rassurez-vous, on revient parler du football après la transition et les nouvelles qui tombent à l'instant ne sont pas forcément rassurantes par rapport au championnat qu'on va évoquer. On revient donc sur la dernière étape, la dernière ligne droite de cette émission. Vous ne bougez pas et on en parle dans un instant. On revient donc sur le dernier tournant de cette émission. On rappelle que vous pouvez aussi nous suivre sur vos téléphones Android avec l'application Free Africa ou sur le site internet www.canal2international.net. Un salut particulier à tous les sportifs qui réagissent à ce programme et l'émission qui est donc sur la page YouTube de Canal 2 International dès les prochaines 24 heures. On revient donc sur la question du football. On a commencé par le foot, on termine par là et football, on parle du championnat, on parle des championnats nationaux. Enfin, la reprise, et on mettra un point d'interrogation. Est-ce que finalement les défis du CTT vont donc trouver raison? Précisons d'abord pour l'actualité que demain est donc annoncé le match. 2 matchs. Charles Douglas Ndemba d'ailleurs qui, je ne sais pas s'il fera le déplacement pour Yaoundé pour aller suivre la compétition. Mais au féminin d'abord, oui. Voilà, je pense Éclair contre Sport Vision. Voilà. De Bamenda, une équipe également qui a encouragé Canon, je crois que c'est Canon Fille. Canon Fille, oui, Canon Fille contre Sport Vision. Alors, une pierre deux coups, on lance et le championnat féminin, enfin, et le championnat après le trophée des champions le week-end dernier à Bafoussam, qui n'a pas fait courir beaucoup de supporters, bien que l'accès soit gratuit. Et là, on annonce un grand pont pour la journée de demain au stade Omnisport de Yaoundé. La reprise, on s'intéresse d'abord au club. On connaît la préparation qui est très compliquée sur le plan financier et sportif des clubs qui colmatent encore les brèches pour donner des licences aux joueurs. Bamboutos de Bouddha est allé justement
Comment voir ces images relever le défi de la popularité du côté de Yaoundé? Ils y sont déjà, avant de savoir s'il y aura match ou pas, parce que les décisions apparemment risquent de perturber la journée de demain du côté de la CCA. On suivra de près l'avancement et le délibéré de la situation de l'affaire LFPC FECAFOOT. Mais pour l'heure, l'actualité, c'est que demain, il y a match. Bamboutos de Bouddha qui revient d'Elite 2 monte au créneau avec Laurent Diam, habitué des grands challenges. On peut dire que c'était... C'est moi qui avais la parole. Bah, d'accord. il est friand de réagir sur le cas. Bamboutos, Colombe du Dja. Et si l'affiche était donc respectée, ce serait quand même bien l'entendre. Oui, déjà, je n'ai pas fait le déplacement parce que cette incertitude, championnat, il y aura pas. Vous lisez dans les boules de cristal, vous aussi. Voilà, j'ai préféré me réserver. Après, sur les préparations des différents clubs, je crois qu'il y a beaucoup d'équipes qui ont fait des préparations tronquées. Il y a par exemple des équipes qui ont démarré la préparation cette semaine. Pour revenir sur l'organisateur du championnat, qui est le comité de transition technique. Le CTT. Voilà, le CTT de la fédération. C'est cette semaine seulement que les clubs ont eu le calendrier de la saison. Lequel calendrier est entre guillemets, il est alambiqué. Un calendrier où la Ligue sous le règne de Gérard Pierre Sémégué avait pris le soin pour des soucis économiques de ne pas amputer, de ne pas obstruer la vie des clubs. Si vous faites un déplacement à une équipe comme Coton Sport de Garoua, quand elle quitte le nord, elle arrive dans le sud ou elle arrive dans le littoral, elle dispute au minimum 2 rencontres avant de repartir dans le nord. Alors, on ne va pas programmer une rencontre Union Coton le 15, le 17, on programme une autre rencontre Coton-Colombe à Garoua, pour le 20, avoir une autre rencontre Astre-Coton. Vous pensez qu'il y a une congruité dans la programmation qu'on a déjà Non, ça, je ne pense pas ça. Je pense qu'il n'y a même pas eu de programmation. Je pense qu'ils ont juste voulu sortir un calendrier sur un bout de papier pour légitimer le fait que c'est désormais le CTT qui va organiser le championnat. Le trophée des champions aurait déjà dû donner des indications précises aux fans du foot, aux amoureux du football local, pour dire voici ce qu'on va nous servir. Oui, mais la Fédé a fait sa part de travail. On a vu une grosse communication derrière. On a vu un stade Kouékon qui était paré pour un bon spectacle. Maintenant, les clubs qui n'étaient pas. Quand on dit aux téléspectateurs que le stade est paré, c'est qu'il était plein ou bien il était aux 3/4 vide? Après, maintenant, à qui la faute? Est-ce qu'il faut reprocher à la fédération de n'avoir pas osé alors qu'il était temps de relancer le sport, le championnat? Soyons lucides. On dit qu'il y a une bonne batterie de communication faite autour du trophée des champions. Quand il y a une bonne batterie de communication qui est faite, ça s'enchaîne avec de la séduction et les gens vont au stade. Ce qui n'a pas été le cas pour ce qui est du trophée des champions. Ça devait être un indicateur pour ce que va devenir cette saison. À côté de ça, on a le calendrier qui sort à 4 jours du début du championnat. Lequel calendrier tient... On ne sait pas exactement, même ceux du CTT, le nombre d'équipes officiellement qui prendront part à cette saison. Parce que dans le calendrier, vous allez voir, il y a un slash entre les Astres et, je crois, PWD. Et puis PWD. Mais le président du CTT, il a parlé de 18 clubs en Ligue 1. Si on est sérieux, c'est toujours le CTT qui a sorti le calendrier. Si on est sérieux, on doit pouvoir d'abord liquider tous ces litiges-là et organiser un championnat en bonne et due forme. Aujourd'hui, les garçons sont en hibernation depuis fort longtemps. C'est le même CTT qui doit organiser le championnat. Le CTT qui émane de la fédération, qui va accueillir à la face du monde les équipes africaines qui viendront disputer le CHAN dans quelques mois ici au Cameroun. Donc, je me dis, est-ce qu'on est sérieux dans ce qu'on veut faire? Si on a décidé de faire la guerre au général Pierre Sémégué, excusez l'expression. C'est vous qui parlez de guerre. Voilà, si on a décidé de le mettre à côté illégalement pour pouvoir organiser ce type de championnat-là, qui ne serait-ce qu'au niveau du calendrier, montre tout l'amateurisme et l'impréparation. Je parlais tout à l'heure de précipitation dans la façon de faire de la fédération. Pourquoi se précipiter alors qu'on a des échéances importantes
Voilà. qui nous attendent. Alors, affaire LFPC contre FECA Foot, la CCA du Comité national olympique et sportif s'est déclarée compétente, mais on attend, n'est-ce pas, ils n'ont pas pu vider le dossier. Est-ce que Ils sont bien malins, ils le feront 2 heures avant sera le demain championnat. avant le coup d'envoi ou pas? De toute façon, on reste sur la question de la reprise. On parle de calendrier, mais les clubs ont pris acte de cette décision. D'ailleurs, il y en a eu pas mal lors de l'Assemblée générale du côté de la fédération. On a arrêté les règlements, on a arrêté les calendriers. Et on est parti donc pour lancer un championnat. Est-ce qu'il faut craindre pour la qualité de ce championnat, au vu surtout des clubs, eux aussi qui traînent la patte? Évidemment. Celui qui dirige la FECA Foot aujourd'hui, l'an dernier, a dit qu'on a organisé un championnat bancal. Au rabais. Il l'a dit, vous l'avez suivi, que c'était un championnat bancal qui a été organisé. Mais il a quand même envoyé nos clubs en compétition africaine. C'est-à-dire il envoie des champions issus d'un championnat bancal à la CAF. Bon, passons. Dites-moi un peu, et même Coco, je ne cesse de vous dire, arrêtons la complaisance, arrêtons le bricolage. On se ment à nous-mêmes. Et ça, c'est grave. Vous pouvez me dire, le général Seming et la LFPC fonctionnaient mal. Je suis le premier à la critiquer. Mais la LFPC avait un championnat professionnel à organiser. Voilà des gens qui ont des championnats amateurs à organiser, qui n'arrivent pas à les organiser, et qui ont la prétention d'organiser des championnats professionnels. Est-ce qu'on est normal? Est-ce qu'on est des gens normaux? Vous n'arrivez pas à organiser des championnats amateurs. Vous estimez que non, les championnats amateurs sont trop compliqués. On va organiser les simples championnats qui sont les championnats professionnels. C'est un processus. Vous comprenez cette logique-là? Moi j'ai du mal à comprendre ce type de logique. Regardez très bien dans cette fédération. Dites-moi qui là-dedans a organisé un championnat qui a tenu la route. On en est au Cameroun à jubiler quand on a réussi à faire des combinaisons, parce que ce n'est pas un calendrier, c'est des combinaisons qu'on vous publie. Avec Astre ou PWD de Bamenda en première division, Astre ou PWD de Bamenda en deuxième division. Et vous êtes venu corriger la LFPC. Non, soyons. Je ne sais pas ce qu'on recherche. Je vous ai dit qu'on est dans la démonstration. Le dossier New Star, on ne sait pas si New Star va effectivement jouer en première division. Vous vous rendez compte quand vous démarrez le nom de New Star est inscrit à Est-ce qu'il faut penser que le championnat, la reprise est en péril pour demain du côté de Yaoundé? La reprise va se faire, certainement. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Le général Seming lui-même avait fait un démarrage de championnat et après il est revenu dessus. Non. Vous vous souvenez pas? Il est venu au stade militaire, on a chanté les hymnes, on a fait le coup d'envoi, les arbitres ont sifflé qu'il n'y a pas match. Et puis tout le monde est parti. Lui, il a dit que c'est la première journée. Mais après, il est revenu sur la première journée. Pourquoi vous pensez que ça ne pourra pas se faire cette fois-ci? Moi, je vous assure, arrêtons de nous mentir. Un jour, le foot sera organisé, mais le problème n'est pas au foot. Je ne cesse de le répéter. Aujourd'hui, là, il faut toucher là où il y a le problème. C'est un système qu'il faut arrêter. Un système de complaisance, de corruption, de mensonges à soi-même, etc. Il faut stopper ça. Alors, coach Billet Tanga, on va terminer par là. C'est une fête du foot, on l'espère du côté de la Fédération camerounaise de football, avec une entrée libre et gratuite, hein, pour que la fête, au moins pour la reprise, soit populaire. À Yaoundé, on sait qu'ils sont un peu plus fans de foot qu'ailleurs. Mais est-ce que c'est suffisant quand on aura sur l'aire de jeu vision de Bamenda et canon sportif fille de Yaoundé en match d'ouverture, et puis en deuxième match, avec ou sans la sentence qui va tomber, Colombe, Bamboutos. En nocturne. En nocturne. C'est aussi 18h30. C'est une belle chose pour le Cameroun et pour les télés qui vont retransmettre le match. Mais pour les clubs, en attendant qu'on efface la doise des problèmes du côté de la CCA, il faut à tout prix remettre les enfants en activité. Parce que le CHAN, c'est pour demain déjà. Oui, le CHAN, c'est pour demain. Donc là, si on fait abstraction de tout ce qu'il y a autour et qu'on se concentre juste sur la reprise d'un championnat dont on n'est pas sûr de l'aboutissement, avec tous les problèmes qu'il y a autour, avec toutes ces affaires de justice qui sont encore pendantes, je pense toutefois que ce n'est pas une si mauvaise idée que cela de donner la latitude, la gratuité de l'entrée au stade pour que le spectacle soit plus, soit plus ou moins populaire. Maintenant, c'est Bamboutos Mbouda qui va jouer.
on connaît comment dire, la popularité de cette équipe. Si Union, c'est le club aux millions de supporters, Bambutos, c'est le club aux milliards de supporters. C'est vrai que c'est beaucoup plus une expression, parce que Union, tout à fait. autant Union n'a pas de millions de supporters, autant Bambutos n'en a pas de milliards, puisqu'il n'y a pas de milliards de supporters, comment dire, de milliards d'habitants au Cameroun, et c'est pas la moitié du globe qui supporte Bambutos, c'est juste des expressions. C'est une équipe qui est extrêmement populaire, et donc Colombe Djidja et Lobo et Bambutos de Bouddha, en principe, ça devrait donner une fête populaire. Maintenant, par rapport à la préparation, Charles Douglas Ndembala dit tout à l'heure, on n'a pas l'assurance que toutes les équipes se sont préparées dans les canons d'une préparation d'avant-saison, avec tout ce que cela comporte. Bambutos me semble avoir fait un bon recrutement, mais avec des joueurs qui, il faut le reconnaître, ne sont pas tous venus au même moment, donc n'ont pas tous la même charge de travail actuellement, ne sont pas tous au même niveau, donc on ne peut pas présumer de ce que... c'est à 3 entraîneurs avant le début de la saison. On espère que la fête de demain sera belle, même si peut-être par la suite ça n'a pas... Allez, en tout cas on croise les doigts. Merci encore messieurs, mesdames de s'être prêtés à ce jeu. On a pris quelques secondes de temps additionnel après 90 minutes. On espère vous avoir donné quelques essais de solutions sur la question du sport au menu de ce 17 octobre 2019. Merci à Eliane Nana d'être venue, et rendez-vous dans 2 semaines. Octobre. Oui, on a été obligé de prolonger la date limite d'inscription. Les Camerounais, nous sommes les rois de la dernière minute. Et nous, on sera parmi les marathoniens. J'attends la liste de Canal 2. Voilà. J'attends l'inscription de tous les panélistes. Je vais participer, ça c'est sûr. Charles Douglas. Alors, vivement le championnat Ligue 1 ou alors Ligue 1 à Douala, si finalement les stades sont calés pour l'annexe du stade de la réunification. Ce sera un plaisir, mais ce sera un plaisir. C'est jamais bien d'organiser pour organiser. Voilà. Merci à l'autre Charles, des homonymes, avec des avis très tranchés. Merci encore à Charles Mongué Mouyeme et puis au coach Billet Tanga. Merci à toute l'équipe de production derrière, pilotée par Martial Tala. Mesdames, Messieurs, vous restez en compagnie des programmes de Canal 2 International et rendez-vous sur la page YouTube de Canal 2 pour la rediffusion de ce programme. Eh bien, le bonsoir.